Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté de l'actu. On a des choses plus ou moins inquiétantes qui sont en train de se passer avec le ban à l'export des États-Unis. Du côté carte graphique, on a aussi des rumeurs encore du côté des RTX 4000 Super et des RTX 5000 aussi. Et puis on a aussi peut-être d'autres nouveaux processeurs X3D en Ryzen 5000. Enfin bref, allons voir tout ça juste après la petite sponsor. Allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Et avant d'aller voir ce qui se passe du côté de l'actu, déjà je tenais à vous remercier pour vos retours quand même extrêmement positifs en ce qui concerne le premier podcast entre guillemets qu'on a fait la semaine dernière avec Hardware Archive. Apparemment ça vous a quand même plutôt bien plu, donc bon, je pense que pour lui comme pour moi, je pense que c'est une expérience qui nous a plutôt intéressé également, c'était plutôt cool à faire, et à mon avis, on en refera d'autres, on verra bien à quel rythme on pourra essayer de les faire, mais je pense que c'est un format qu'on va essayer de faire perdurer par la suite, et ça fait plutôt plaisir. Et puis il y a quelques jours, j'ai aussi fait un sondage dans l'onglet communautaire de la chaîne, qui vous demandait un petit peu sur quel type de moniteur vous êtes actuellement. Alors c'est un sondage que j'avais déjà fait il y a à peu près 2 ans, bon alors il y avait beaucoup moins de votants bien évidemment, puisque la chaîne était plus petite à l'époque, mais c'est quand même intéressant de noter qu'il y a des évolutions au niveau des chiffres, et ce que l'on peut observer à l'heure actuelle, c'est qu'on est encore majoritairement sur des écrans 1080p et 1440p, et c'est très clairement le 1440p, je dirais qu'il y a les faveurs du public à l'heure actuelle, même si on regarde par rapport à il y a 2 ans, ce qu'on note aussi, c'est qu'il y a quand même une belle progression du 4K, principalement, qui a quand même fortement augmenté, puisqu'on est passé de 6% à 14%. Le 3400 par 1440, le 21/9, on voit qu'on a une petite perte, mais je dirais que c'est relativement constant. J'avais pas formulé le sondage non plus de la même façon la dernière fois. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que les moniteurs un petit peu plus exotiques, c'est quand même beaucoup moins populaire, puisqu'on est à 2% et 3%, grosso modo c'est un petit peu la même chose, même si ce que j'ai vu dans les commentaires, vous êtes beaucoup à avoir des trucs un petit peu plus exotiques que les grands classiques, mais on peut faire que 5 choix dans les sondages sur YouTube, donc on peut pas mettre tous les choix possibles. Alors après, pourquoi est-ce que je fais ce genre de sondage de temps en temps ? C'est parce que c'est intéressant à observer justement comment le marché évolue sur certains trucs. Par exemple, du point de vue des moniteurs, ça a aussi un impact fort, je dirais, sur les ventes de cartes graphiques. Quel type de carte graphique peut intéresser le public à l'heure actuelle ? Et aussi, quelque part, du point de vue des technologies embarquées sur les cartes graphiques. C'est vrai qu'on entend souvent des retours mitigés, par exemple, sur ce qui est l'upscaling et tout ça. Et c'est vrai que quand on voit que la majorité du parc de cartes graphiques à l'heure actuelle est encore en 1080p et 1440p, en réalité c'est pas vraiment hyper surprenant du coup, puisque tout ce qui est DLSS, FSR, XSS, c'est vrai que le meilleur résultat possible c'est quand on est en 4K, puisque malheureusement, évidemment, moins on a de pixels à la base pour faire la reconstruction vers la résolution supérieure, le résultat est un petit peu moins bon. Et du coup forcément quand on est en 1080p, je le dis tout le temps aussi, l'upscaling en 1080p pour moi c'est pas recommandable, c'est pas terrible, c'est vraiment quand on n'a pas de choix. En 1440p, ça dépend des jeux. En mode quality la plupart du temps c'est ok, mais c'est pas incroyable non plus. Mais c'est vraiment quand on est en 4K où là ça a vraiment beaucoup plus d'impact et c'est beaucoup plus transparent on va dire. Même si il y a toujours débat sur quelle est la meilleure qualité d'image et machin. Mais c'est vrai que ce qu'on peut observer principalement, c'est quand même une forte progression de la 4K, ce qui est plutôt logique en réalité aussi, puisque les moniteurs 4K sont beaucoup plus abordables qu'il y a 2 ans. Et par contre, c'est vrai que du point de vue carte graphique, alors on a des cartes graphiques qui sont plus puissantes aussi qu'à l'époque, par contre les prix sont pas spécialement meilleurs, même si on était en pleine période de pénurie je crois, un petit peu avant, je sais plus, quand j'avais fait le sondage. Donc il y a du pour et du contre au niveau des tarifs on va dire. Mais c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est que pour faire de la 4K dans de bonnes conditions,
En natif, il faut quand même un très 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 gros GPU, donc il faut un gros PC, mais c'est vrai que si on vise de l'upscaling, c'est tout de suite beaucoup plus abordable. Donc bref, on va essayer de voir aussi peut-être la semaine prochaine qu'est-ce que ça donne du côté des cartes graphiques elles-mêmes, pour voir un petit peu où on en est maintenant. Et en parlant de cartes graphiques chères, alors on a les histoires avec la RTX 4090 qui est bannie à la vente en Chine. Alors si vous n'avez pas suivi l'histoire, en gros, le problème c'est que les États-Unis ont mis un ban à l'exportation de certains matériels orientés à intelligence artificielle, dont la RTX 4090 fait partie. Donc en gros, Nvidia n'a plus le droit d'exporter le produit, et du coup ils n'ont plus le droit de la vendre en Chine. Alors, c'est problématique principalement pour Nvidia, puisque du coup, ils sont amputés d'un marché quand même assez énorme pour certains produits. Par contre, ça a aussi des répercussions au niveau de l'approvisionnement, par exemple de la 4090 dans le reste du monde, puisque ce qu'on a observé depuis, c'est que les différents partenaires, et peut-être Nvidia même, j'en sais rien, ont majoritairement envoyé le stock de 4090 qu'il restait vers la Chine le plus rapidement possible, tout simplement pour en vendre le plus possible avant que cette interdiction se mette en place. Donc on l'a vu dans les boutiques en Europe, et partout dans le monde, le prix de la 4090 du coup est reparti à la hausse. Elle est plus chère qu'il y a quelques mois. De ce qu'on entend dire, ça pourrait être temporaire. On pourrait avoir un retour à la normale d'ici quelques mois. Mais quand même, c'est assez surprenant de voir que la 4090 est repartie à la hausse, je dirais 1 an après sa sortie. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois où je parlais un petit peu du boom de l'intelligence artificielle et si ça pouvait avoir des répercussions. Et en gros, j'avais dit, s'il n'y a rien qui change vraiment par rapport à ce qu'on a là, à mon avis, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Je dirais par contre, le ban à l'export de certains produits, comme c'est le cas ici, ça peut avoir des répercussions. Malgré tout, j'avais aussi dit, ça risque de concerner principalement certains produits bien particuliers, les cartes les plus puissantes. Bon, c'est très clairement ce qui semble être le cas, puisqu'en parallèle de ça, maintenant que la 4090 est bannie, on va dire, c'est la 7900 XTX qui reprend un petit peu le flambeau en Chine. Pourquoi ? Parce que la 7900 XTX a elle aussi 24 Go de RAM, et je dirais le paramètre quantité de RAM est hyper important pour des cartes orientées intelligence artificielle. Et donc, par exemple la 4080, ils peuvent encore l'exporter en Chine, mais c'est pas vers cette carte-là qu'ils vont se reporter, c'est vers la 7900 XTX. Donc indirectement, c'est vrai que ce ban à l'export vers la Chine pour Nvidia, c'est un petit peu un cadeau pour AMD, et apparemment le prix de la 7900 XTX est en train de monter lui aussi. Bon, est-ce qu'il faut paniquer ? Je sais pas trop, personnellement j'ai envie de dire non, à part si vous êtes intéressé par des cartes très haut de gamme. Mais est-ce que c'est le moment d'acheter le très haut de gamme de la génération actuelle, 1 an après sa sortie? Je sais pas trop. Au niveau des rumeurs, on entend dire que l'RTX 5000 par exemple pourrait sortir fin 2024. Donc c'est plus si loin que ça. Est-ce qu'il faut mettre énormément d'argent dans une 4090 à l'heure actuelle? Personnellement, moi je dirais que non. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais personnellement, je sais qu'à chaque fois, quand on a passé une année, le très haut de gamme, je trouve beaucoup moins intéressant, tout simplement parce qu'on se rapproche tout doucement de la suite. Et donc dépenser énormément d'argent dans la génération actuelle, qui sera dépassée dans plus si longtemps que ça, pour moi ça n'a jamais eu beaucoup de sens. Alors après ça c'est ma façon de penser, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais personnellement, si je devais acheter une carte à l'heure actuelle, je me dirigerais plus vers des cartes type 7800 XT ou des 6800 qu'on trouve en promo à l'heure actuelle, par exemple, qui sont à 400 balles, c'est vraiment plutôt cool. Même si c'est pas les cartes les plus puissantes, ça permet de jouer à tous les jeux dans de plutôt bonnes conditions. Les 4070 en promo, c'est pas trop mal non plus si on veut du Nvidia. On a toujours le marché l'occasion qui est assez intéressant, enfin bref, il y a des options. En plus de ça, on devrait aussi avoir les 4000 Super en début d'année. Il y a de plus en plus de rumeurs là-dessus. Ça paraît quand même relativement acquis, même si on n'est jamais à l'abri de surprise. Et si les 4000 Super apparaissent vraiment pas, ce serait assez incompréhensible, mais bon, ça, à la limite, on sera fixé début janvier. Et pendant qu'on parle des RTX 4000 Super, alors un autre effet apparemment dont on a entendu parler la semaine dernière, c'est qu'en ce qui concerne les 4070 Ti et les 4080, apparemment en ce qui concerne le board channel, ce qui est un forum chinois où en gros certains acteurs du marché des GPU en Chine échangent un petit peu, apparemment les 4070 Ti et 4080 seraient en forte baisse de production et il y en aurait beaucoup moins. Ce qui n'est pas forcément illogique. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'elles seront plus du tout produites? J'en sais rien, mais c'est vrai que de ce qu'on a entendu dire de la gamme 4000 Super, c'est principalement ces cartes-là que la nouvelle gamme devrait, je dirais, concurrencer, entre guillemets.
Donc que la 4080 et la 4070 Ti disparaissent petit à petit, je dirais, c'est pas vraiment hyper surprenant. Et je dirais que ça va un petit peu dans le sens qu'on devrait bien avoir un refresh, justement. Donc bref, on verra bien, je dirais, comment ça se passe. Je dirais, moi, la grosse interrogation, c'est au niveau des tarifs. Parce que les cartes elles-mêmes, à la limite, c'est pas le problème. Hein. La 4080, par exemple, très très bonne carte. Son gros problème, c'est pas ses performances, ça a toujours été son prix. 4070 Ti, un petit peu pareil, elle était un petit peu plus raisonnable au niveau tarifaire, elle avait d'autres problèmes, mais la carte elle-même, si elle avait été un petit peu moins chère, pour moi c'était un bon produit aussi en fait. Donc on verra bien si les 4080 Super, 70 Ti Super et 70 Super seront plus intéressantes que ce qu'on a actuellement, et j'espère vraiment que ce sera le cas. Mais bref. Autre truc qui est passé la semaine dernière aussi, en ce qui concerne le refresh des 4000 Super, ben c'est qu'apparemment, selon XMG, qui est un fabricant de portables, il me semble, bon, il laisse entrevoir qu'il n'y aurait pas de refresh Super, par contre, sur les PC portables. Donc si on a un refresh Super, ça ne concernerait que les PC de bureau. Ce qui n'est pas vraiment non plus hyper surprenant. Le marché portable, hein, c'est quand même assez différent. Pas surprenant non plus, puisque là, la concurrence d'AMD est quand même beaucoup moins importante que sur les PC de bureau. Qu'NVIDIA n'ait pas franchement besoin de se réajuster pour le moment, ça me surprend pas plus que ça. Et pendant qu'on est dans les rumeurs en ce qui concerne les cartes graphiques, ben passons directement au RTX 5000. Alors, il y a quelques mois, quelques semaines, je sais plus, on avait eu des premières rumeurs, hein, comme quoi l'RTX 5000, le GB202, pourrait être une carte qui serait équipée d'un bus mémoire 512 bits. Apparemment, aux dernières rumeurs, maintenant, eh bien, ce serait un bus 384 bits, comme c'est déjà le cas à l'heure actuelle, pour les générations de cartes graphiques Ada Lovelace. Donc pour Blackwell, en ce qui concerne les specs pressentis pour l'instant, alors ça reste des rumeurs, hein, on sait rien du tout. Alors au niveau du GPC et TPC, le total des shaders modules et tout ça, alors il y a une augmentation, ça c'est ce qu'on avait déjà entendu. On avait aussi surtout entendu parler d'un bus mémoire 512 bits, donc une bande passante mémoire largement plus importante. Là, si on revient sur un bus 384 bits, avec 24 Go en GDDR7 et non plus en GDDR6X, donc on devrait avoir une augmentation de la bande passante. Aussi une augmentation du nombre de queues d'accord, même si bon, le dispatchement n'est pas exactement le même que sur la gêne actuelle. Mais bref, à vue de nez comme ça, ça ressemble quand même à environ 30% de performance en plus, puisque bon, les queues d'accord, on n'a pas une augmentation absolument démentielle. Au niveau de la bande passante mémoire, petite augmentation grâce à la mémoire plus rapide, mais pas d'augmentation du bus. Reste encore pas mal d'inconnus sur les fréquences, sur la quantité de cache, la consommation, et aussi peut-être un focus différent en ce qui concerne les unités de calcul. Est-ce qu'il y aura plus de tensor core pour améliorer un petit peu la gestion du DLSS, les OFA pour le DLSS 3, est-ce qu'il y aura des RT Core plus nombreux, plus costauds, ce genre de trucs. Pour l'instant on sait pas trop, donc il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Mais c'est vrai qu'au niveau des specs bruts comme ça, si on est vraiment là-dessus, en rasterisation par exemple, le gain de performance serait clairement à un niveau bien moindre que sur la génération actuelle. Mais bon, on n'a pas encore assez d'éléments pour affirmer quoi que ce soit non plus. Puisqu'une des grandes autres interrogations qu'on peut avoir sur cette future génération pour la gamme grand public, c'est le process de fabrication utilisé. Pour l'instant, Nvidia, on est sur le 4N de chez TSMC. La grosse interrogation, c'est est-ce qu'on va passer sur le 3, qui est une assez grosse marche à franchir. Il y a des histoires d'approvisionnement avec Apple et tout ça chez TSMC. Il y a plusieurs types de 3N disponibles chez TSMC aussi. Mais qui nous dit qu'NVIDIA va utiliser le 3N et non pas rester sur le 4 par exemple, puisqu'avec le temps qui passe, les améliorations sur le process lui-même, on pourrait avoir ce type de carte, je trouve, sur le 4N actuel. Ça me surprendrait pas plus que ça non plus, puisqu'il n'y a pas un bump au niveau des specs aussi large que ça en réalité. Donc bon, on verra bien ce qui se passe. Encore beaucoup d'interrogations, on verra bien plus tard. Et vite fait en passant, pour les RTX 5000, alors on devrait enfin avoir du DisplayPort 2.1 sur la nouvelle génération. Ça, je dirais, c'est pas vraiment hyper surprenant, c'était un des gros reproches qui avait été fait sur la génération actuelle. C'est qu'on était encore sur du DisplayPort 1.4. Pour moi, c'était pas dramatique, la plupart du temps, puisqu'il faut quand même avoir des écrans bien particuliers pour pouvoir l'utiliser, je dirais, à son plein potentiel. Bon, ce serait le cas pour la génération 5000, tant mieux.
Et autre truc qu'on n'avait pas vu venir, dont on a entendu parler la semaine dernière, alors c'est une rumeur, il n'y a rien de sûr encore pour le moment, eh bien c'est qu'on pourrait avoir de nouveaux processeurs X3D, mais sur Zen 3, la génération précédente, sur la plateforme AM4, avec un possible 5700 X3D et un 5500 X3D. Alors, je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser, puisqu'on avait déjà eu le 5600 X3D qui était sorti aux États-Unis uniquement, qui était en vente uniquement chez Micro Center. Alors c'était un processeur relativement intéressant, surtout pour ceux qui pouvaient l'acheter aux États-Unis, puisqu'il était souvent en bundle à des tarifs très très agressifs. Malheureusement, on n'a pas ce type de boutique chez nous. J'aimerais bien que Micro Center arrive en Europe, en France, et qu'on ait d'aussi beaux bundles qu'ils ont aux États-Unis, parce que chez nous, c'est un petit peu plus la misère. Mais c'est vrai que le 5600 X3D, c'était déjà, je dirais, les déchets du 5800 X3D actuel. Donc, voir d'autres puces arriver moins puissantes encore, est-ce qu'il y a tant de déchets que ça, avec le 5800 X3D actuel, qu'il a besoin d'encore plus, je dirais, le castrer d'une manière ou d'une autre? Ça me paraît un petit peu bizarre. Alors après, j'ai envie de dire, pourquoi pas, hein, c'est possible, mais est-ce que c'est juste AMD qui cherche à booster encore un petit peu les ventes de son ancienne plateforme en sortant d'autres processeurs? C'est pas impossible. Est-ce que c'est pour lancer un petit peu des équivalents du 5600 X3D un petit peu partout dans le monde aussi? Je sais pas trop. D'autant plus qu'au niveau des specs, le 5700 X3D par exemple, on est toujours sur du 8 core 16 threads, mais par contre au niveau des fréquences, on est sur du 4.1 GHz en boost, ce qui est quand même significativement moins élevé que le 5800 X3D, et aussi un petit cran en dessous du 5600 X3D. Donc en réalité, celui-ci pourrait être un petit peu moins performant que le 5600 X3D, tout du moins en ce qui concerne le gaming. Par contre, en applicatif, il serait un petit peu au-dessus. Le 5500 X3D, lui, ce serait un 5600 X3D un petit peu moins performant lui aussi. Donc bref, pourquoi pas? Je suis plutôt curieux de voir les performances, si ça existe vraiment, les prix, et surtout comment c'est distribué. Est-ce que ce sont pas juste des modèles qui seront uniquement distribués, je dirais par les assembleurs et ce genre de trucs, puisque c'est vrai qu'AMD a fait ça pas mal de fois ces derniers temps, avec le 5600 X3D justement, mais aussi avec les 7900 XT, GRE, ce genre de trucs. Donc, est-ce que ça arrivera chez nous? Si ça sort, probablement d'une manière ou d'une autre. Après, est-ce que ça va sortir tout court? C'est un petit peu ça la question à l'heure actuelle. Et pour terminer, une petite news un petit peu what the fuck, c'était Asus, c'est passé la semaine dernière. Asus avait sorti une gamme de cartes mères Evangelion, et il y avait une typo dessus, comme vous pouvez le voir ici derrière. C'était écrit Evangelion au lieu d'Evangelion, ce qui est quand même un petit peu malheureux que ça puisse passer. Apparemment, Asus est désolé et se propose de remplacer les cartes qui ont le problème. J'ai envie de dire quelque part, je pense que ceux qui l'ont acheté et qui ont la typo la garderont peut-être justement, puisque ça risque de prendre un petit peu de valeur. C'est le genre de petites conneries qui en réalité arrangent un petit peu les collectionneurs. Donc c'est rigolo, c'est pas dramatique. C'est vrai que ce genre de typo, un petit peu dommage quand même sur des cartes vendues si chères. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si les vidéos vous intéressent, les trucs pénibles de YouTube, il y a également la page Ko-fi si vous voulez me soutenir directement. Ça m'aide beaucoup. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!